Hello! Je prends mon café et je vais commencer la vidéo. C'est bon, je suis prête. Je vais commencer par vous parler de 10 problèmes que peuvent avoir n'importe qui. C'est en aucun cas une manière de juger cette personne qui semblerait avoir cette maladie ou les personnes qui sont déjà diagnostiquées de cette maladie ou ce trouble ou ce trait de caractère, disons. C'est tout simplement pour en parler et pour que certaines personnes puissent mettre parfois des mots sur leurs mots. Le premier problème, c'est une maladie gynécologique féminine qui s'appelle endométriose. Il y a 4 types d'endométriose qui sont souvent traduites par des douleurs durant les règles très fortes, tellement fortes que ça peut vous handicaper en fait tout simplement. Lorsque je dis handicapé, c'est pas pour tout le temps, c'est-à-dire que vous avez tellement de douleurs fortes qu'elle vous fait mal au ventre et parfois vous avez l'impression que vous sentez plus vos jambes et vous n'arrivez plus à vous lever ou à avoir une activité tout à fait normale comme les autres jours ou lorsque vous n'êtes pas indisposé. Il est bien sûr pas à confondre avec des règles douloureuses toutes simples avec lesquelles bien sûr vous arrivez à vivre, vous arrivez à aller travailler, vous arrivez même à faire du sport, mais que dès les premiers jours, les 2 premiers jours, vous avez mal au ventre. Savoir que la douleur n'est pas un lien direct avec le type d'endométriose que vous avez. Vous pouvez très bien avoir l'endométriose superficielle et avoir de très fortes douleurs. Les causes ne sont toujours pas connues actuellement. Il n'existe pas des traitements définitifs pour cette endométriose. Et je vais vous mettre aussi le contact en barre d'infos avec tous les médecins par rapport à où est-ce que vous vous situez en France, de quelques spécialistes de l'endométriose. Le second, c'est l'hyperphagie. Je décrirai ce trouble des conduites alimentaires par obésité et boulimie. Vous allez vous dire que c'est quelque chose de tout à fait contradictoire en fait ce que je dis, sauf que c'est exactement comme on pourrait le décrire parce que ça consiste à une perte de contrôle face à la nourriture dans des moments où on n'a pas forcément faim, où on mange dans une courte durée une quantité énorme d'aliments. La différence de la boulimie, c'est qu'on va pas avoir des gestes post-crise de la boulimie, c'est-à-dire on va pas aller se faire vomir, on ne va pas prendre de laxatif, ni même faire du sport. Les risques sont une prise de poids excessif. Alors les syndromes pour pouvoir vous diagnostiquer ou vous chercher en fait si vous êtes atteint de troubles alimentaires, la description c'est au cours d'une période limitée, une quantité importante d'aliments sera ingurgitée, souvent seule. Dans un moment où on n'a pas forcément faim, on va manger très rapidement et on va avoir ce sentiment de dégoût à la fin lorsqu'on sentira qu'on est beaucoup trop ballonné, qu'on a beaucoup trop mangé et surtout qu'on n'avait pas faim en fait. On associe souvent ça à un manque de motivation pour une perte de poids, sauf que c'est très souvent l'inverse. La personne elle est gênée par son poids, du coup elle va avoir recours à des régimes très restrictifs, presque drastiques, ce qui va pousser le corps à faire ce genre de crise. Les causes sont hors de l'assiette. L'aide pour la guérison, ce sera tout simplement des séances de psychothérapie. Le troisième, c'est le trouble de la personnalité borderline. C'est une impulsivité majeure et une instabilité marquée des émotions, des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Les risques sont la hausse et la baisse du moral. Cela peut être très dangereux pour la personne et ça se caractérise par des syndromes tels que les sauts d'humeur, les colères intenses, l'hyperémotivité, la difficulté à contrôler ses émotions, le comportement impulsif, le comportement autodestructeur qui peut se traduire par l'automutilation et l'anxiété. Il est bien sûr pas à confondre avec quelqu'un qui est sanguin ou tout simplement lunatique. Les causes sont souvent dues au fait que cette personne souffre d'un trouble des gestions des émotions et pour guérir de cette maladie, il faut consulter un psychanalyste. 4. Munchausen. C'est un syndrome psychologique qui se traduit par la simulation de symptômes ou de maladies pour attirer souvent l'attention des corps médicaux ou alors tout simplement de son entourage.
On simule une maladie qui est inexistante. Les causes sont dues souvent à un traumatisme émotionnel dans l'enfance. Et pour guérir de cette maladie, il faut consulter un psychanalyste. 5. C'est le trouble déficitaire de l'attention. C'est un trouble neurologique. Le risque, c'est qu'il va avoir des difficultés à l'école, au travail. Alors les syndromes que peuvent avoir cette maladie, je vous les lis. Difficulté à se concentrer, à maintenir son attention, surtout si la tâche est peu motivante. Alors la personne a peut-être distraite par une toute petite chose extérieure, ça peut être un son, ça peut être même ses propres pensées. Il a souvent du mal à écouter les autres. Il oublie très souvent ses obligations telles que les rendez-vous, les devoirs. Il perd très souvent ses affaires. Ils ont souvent une forte tendance à procrastiner, c'est-à-dire mettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et ils ont tendance à faire les choses en désordre. Il peut être la cause d'autres problèmes, du mal à finir ce qu'il a commencé, le problème du gestion de temps, il est souvent en retard. Ils font les choses à la dernière minute. Ce n'est pas à confondre avec les personnes qui sont rêveurs, qui sont tête en l'air ou un manque de motivation. Le 6e, comme je vous ai dit, c'est l'hyperactivité. C'est une personne qui remue souvent les mains, les jambes, qui reste pas assis, qu'il soit en classe ou au travail. Il court, il grimpe partout, il parle beaucoup. Il a bien sûr une difficulté à apprécier les activités calmes. Ils ont souvent peur du vide, c'est-à-dire qu'ils ont peur de n'avoir rien à faire. 7e, c'est l'hypersensibilité. Bien sûr, ce n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Ces personnes sont beaucoup plus émotives. Et bien sûr, lorsqu'on est beaucoup plus émotive, on pleure beaucoup plus facilement. Les risques sont nombreux, c'est-à-dire on peut être en dépression, on peut se suicider lorsque ça va beaucoup trop loin. Si la personne, elle se retrouve confrontée à des problèmes pour elle insurmontables, il peut avoir de l'automutilation et la perte de confiance en soi. Si vous absorbez assez facilement les émotions qui vous entourent, si vos ressentis persistent très longtemps, si les critiques et les reproches vous blessent énormément, bien sûr, ce n'est pas à confondre avec des personnes qui sont tout simplement timides ou humaines. Ce genre de trait de caractère, si ça vous pose vraiment problème, il faut aller voir soit un psychologue, ou si c'est beaucoup moins grave, mais que ça vous gêne quand même, il suffit de lire des livres de développement personnel pour pouvoir avoir beaucoup plus d'estime de soi et pour pouvoir passer outre ce que les autres personnes disent. 8, c'est l'overthinking. C'est-à-dire la rumination mentale ou psychologique en français, c'est lorsqu'on pense trop et beaucoup trop souvent. Alors les risques sont énormes parce qu'il peut y avoir la dépression, les idées noires, des problèmes aussi psychologiques lorsque ça persiste. Alors les syndromes pour un diagnostic personnel, c'est si vous avez des pensées et des sentiments négatifs au caractère répétitif et que ça prend la forme d'un flot de pensées qui persistent et qui vient souvent lorsqu'on va se coucher. Il n'est pas à confondre avec quelqu'un qui a juste un problème dans sa vie, comme des problèmes d'argent, ça peut être des dettes, ça peut être des problèmes d'amour. C'est une réponse à la détresse. Lorsque vous commencez à avoir ce genre de comportement, sachez qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. Et pour ça, vous pouvez faire de la méditation, porter moins d'importance à ce que les gens disent ou à ce que les gens font, ou porter moins d'importance aux problèmes qui sont tout simplement superficiels. Arrêtez de stresser, et surtout pour des choses futiles. Arrêtez de se refaire, de se rejouer les scènes qui sont passées. Ce qui est arrivé, ça fait partie du passé. Si c'est positif ou négatif, sachez que c'est juste une leçon pour le futur. On peut pas changer le passé, donc ça sert à rien de ruminer ou de penser aux choses passées et de se refaire le film toutes les minutes. Voyons vers le futur, voyons vers l'avenir et soyons un peu positifs. Neuf, la migraine. Donc c'est pas une surprise. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ce terme alors qu'ils n'ont pas du tout la migraine. C'est une maladie, c'est pas un mal de tête. On dit pas j'ai la migraine parce que du coup vous avez mal à la tête. C'est un mal de crâne fréquent ou qui apparaît assez facilement. Une forte exposition à la lumière, au son, ils sont souvent déclenchés aussi par un manque de sommeil, par des changements de temps, par la faim, une stimulation du coup excessive des sens ou par le stress. Elles peuvent être aggravées par l'activité physique, la lumière, les sons ou les odeurs. Pas à confondre avec les problèmes de vue ou les autres problèmes qu'on pourrait avoir au cerveau. Souvent des problèmes qu'on peut avoir au cerveau qui se traduit par un mal de crâne. Même si vous pensez que vous rentrez dans les cases, que vous avez une migraine, ça coûte rien d'aller voir un médecin.
pour être sûr. Je veux pas bien sûr être alarmante, mais je préfère prévenir que guérir. Pour la guérison, on peut prendre de l'aspirine. Je sais que ça a l'air bête ce que je dis. Si ça vient de la fatigue, il faut bien sûr dormir. Si ça vient de la lumière, il suffit de l'éteindre. Et de ne plus regarder aussi des écrans parce que les écrans, c'est... Vous vous rendez pas compte, mais ça fatigue énormément les yeux. Le nombre d'heures qu'on passe devant ces écrans, on a le téléphone, on pense que dès qu'on dépose le téléphone, c'est bon, il n'y a plus d'écran, sauf qu'en fait, on est là, on regarde la télé, on ferme la télé, on regarde Netflix sur l'ordinateur. Les écrans sont partout. Bien sûr, on peut pas vivre sans écran, mais il faut quand même se limiter lorsqu'on a mal à la tête. Peut-être aller voir un ophtalmologue. C'est peut-être juste dû à des problèmes de vue. Ça a l'air bête, mais je vous jure que quand vous allez porter vos lunettes, ça va être une délivrance si c'est ça votre souci. Pour finir, le 10e problème. Il est assez problématique. Je vais pas parler que des personnes qui sont atteintes de ce trouble, mais aussi des victimes de ces personnes qui sont atteints de ce trouble. Ça peut être un père de famille, ça peut être un petit ami, ça peut être un frère, ça peut être n'importe qui. Beaucoup de noms masculins parce que c'est souvent les hommes qui sont touchés par ça. C'est les pervers narcissiques manipulateurs. C'est un trouble mental de la personnalité. Alors l'explication est assez compliquée. C'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui, pour se valoriser, va rabaisser les autres qui sont autour de lui, sa femme, ça peut être sa petite copine, ça peut être ses enfants. Les risques sont énormes, autant pour la personne qui est atteinte de ce trouble que les personnes qui sont victimes. On peut faire du mal psychologiquement, mentalement, physiquement aux personnes de nos vies. On a des difficultés à vivre une vie normale, une incapacité à aimer. Quand je dis une incapacité à aimer, c'est pas un... Je parle pas d'une personne qui ne vous aime pas ou que vous vivez un amour platonique. Et il faut surtout pas le mélanger avec un manipulateur ou une personne qui est tout simplement méchante. Pour faire le diagnostic personnel, il y a un test que je vais mettre dans la barre d'infos qui consiste en 33 questions à savoir si la personne est pervers narcissique manipulateur ou si vous êtes victime d'une personne qui est pervers narcissique manipulateur. Les causes sont assez tristes. C'est une enfance dysfonctionnelle due à un abus, à une négligence, à une humiliation, à une surprotection, à une pression ou à une manipulation surprotégée qui ont un lien beaucoup trop fort avec leur mère. Et quand je dis beaucoup trop fort, bien sûr qu'il faut avoir un bon lien avec sa mère, il n'y a pas de souci avec ça. C'est-à-dire que ça l'handicape dans sa propre vie. Pour la guérison, il y en a autant pour les personnes qui sont atteintes par ce trouble que pour les personnes victimes. Alors des spécialistes existent, il suffit juste de taper le syndrome sur Google et vous trouverez un nombre incalculable de spécialistes. Il faut aller voir un psychanalyste. Pour les victimes, si la relation avec cette personne était beaucoup trop toxique pour vous, son comportement vous a poussé à avoir un manque de confiance en vous, il vous isole de vos amis, il faut consulter. J'espère que cette vidéo va vous aider pour que la vidéo soit pas très longue. Je suis passée assez rapidement sur les symptômes, etc. Et s'il y a une maladie, un trouble ou un trait de caractère qui vous intéresserait, écrivez-le en commentaire. Et s'il y a des demandes, je referai une vidéo spécialement sur ce syndrome, sur ce problème, sur cette maladie ou sur ce trait de caractère. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé lorsque je fais de nouvelles vidéos. Bisous!